François Bon, Balzac, roman, du neuf sur la peau de chagrin, du neuf sur la peau de chagrin. On va rejoindre Père Nikrog, un Danois. Mais je voudrais que ce soit comme raconter une histoire. La peau de chagrin, le drame d'une vie. Le roman de la peau de chagrin qui, dans le plan d'ensemble, est placé en vedette des études philosophiques, roule presque tout entier sur le thème de la peau magique qui satisfait immédiatement tout désir de celui qui la possède, mais qui diminue un peu chaque fois qu'il use de son pouvoir. Dans l'avant-propos, Balzac parle de cette œuvre comme d'un anneau, d'une fantaisie presque orientale, dont le sens serait de montrer la vie elle-même aux prises avec le désir, principe de toute passion. Le sens immédiat du symbole fantastique semble être l'idée, chère à Balzac, de la somme de vitalité limitée. Chaque être n'en a qu'une quantité à laquelle on ne peut pas suppléer. On peut la dépenser en diverses manières, l'user dans des travaux physiques, la brûler dans une existence frénétique sur le plan de la pensée, mais on peut aussi économiser en ménageant plus ou moins savamment son capital. On connaît le programme d'hygiène psychophysiologique que Balzac détaillait à Théophile Gautier, qui perdait toute envie de s'y soumettre quand il apprenait à quoi il fallait renoncer. Et on trouve souvent l'idée dans les textes de la comédie humaine. La tirade sur la vie parisienne, au début de La fille aux yeux d'or, insiste fortement sur les dépenses excessives en vitalité dans les basses comme dans les hautes classes sociales. La physiologie considère que l'ouvrier n'a pas l'excédent vital qu'il faut pour s'adonner à une vie par l'âme, et les figures de Gobseck et de l'antiquaire, auxquelles on peut joindre le père de Don Juan dans l'élixir de longue vie, donnent des exemples de l'économie des forces vitales mises en système et érigées en style de vie. Ce sens du symbole extérieur et tangible est encore assez simpliste et ne mérite guère d'être pris trop au sérieux. On a pourtant vu des hommes mourir prématurément pour avoir trop présumé de leur force. Aussi serait-on en peine de montrer un seul personnage balzacien qui aurait été arrêté dans le cours de son existence par épuisement de sa vitalité comme une voiture en panne d'essence. Mais le symbole a un autre sens, plus subtil, qui se révèle à une analyse plus précise. Le propre du talisman en question n'est pas tant de remplir les souhaits. Il y en a beaucoup d'autres dans le folklore des peuples qui ont ce pouvoir, et l'essentiel dans le roman n'est pas en dernier lieu le fait que Raphaël, propriétaire du talisman, devient tout-puissant. L'essentiel est que le talisman, après chaque souhait, se rétrécit, en montrant ainsi d'une manière palpable ce qui reste de possibilité à son propriétaire. Ce qui caractérise cet objet magique est donc qu'il place l'homme devant la preuve tangible de l'écoulement de sa vie, qu'il permet à chaque pas de mesurer la distance qui sépare le propriétaire de la fin de son existence. Logiquement, Raphaël est favorisé au-delà de toute limite. Le fait qu'il doit mourir à la fin ne devait pas avoir de quoi le terrifier outre mesure, puisque de toute façon il en était ainsi. Mais en fait, Raphaël est terrifié et il fait tout pour éviter d'user de ses possibilités, en quoi il rejoint Gobseck et l'antiquaire, au moins dans l'état où l'on rencontre celui-ci au début du roman. La malédiction du talisman n'est pas la mort, c'est la lucidité devant la mort, fonction comparable à celle qu'a la peste dans le roman de Camus. Seulement chez Camus, la peste rapproche simplement la fin de la vie d'une manière frappante. Dans la peau de chagrin, la fin de la vie est comprise comme l'épuisement inéluctable des possibilités de la vie. Un autre aspect du symbolisme du roman est incarné par l'antiquaire dans le contraste entre les deux états de sa vie, avant et après que la malédiction de Raphaël se réalise dans sa vie.
dans sa grande tirade, au moment où il explique le symbolisme à Raphaël. Il se déclare partisan convaincu de l'existence végétative et contemplative. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Plus tard, on le retrouve amoureux d'une danseuse qui abuse grossièrement de sa passion de vieillard. Il se rend compte qu'on abuse de lui, mais il ne regrette rien. « Ah !» répondit le vieillard d'une voix cassée, « je suis maintenant heureux comme un jeune homme. J'avais pris l'existence au rebours. Il y a toute une vie dans une heure d'amour. » Sous une forme encore plus dramatique, la vie de Raphaël connaîtra le même revirement. Lorsqu'il a retrouvé sa Pauline, il s'élance dans une vie intense, en abandonnant complètement cette vie mise en veilleuse qu'il avait vécue jusque-là. Puis un jour, il va voir sur le talisman combien il lui reste de vie. Une sueur glacée sortit de ses pores. Tout à coup, il obéit à un inexprimable mouvement de rage et saisit la peau de chagrin en s'écriant « Je suis bien bête !» Il sortit, courut, traversa les jardins, jeta le talisman au fond d'un puits. « Vogue la galère !» dit-il. « Au diable toutes ces sottises !» Plus tard, il se ravise. Mais dans son dernier accès de désir et de bonheur, il passe outre encore une fois au signal donné par le talisman, et il se jette dans la mort en sachant parfaitement ce qu'il fait. « Pauline, Pauline, je t'aime, je t'adore, je te veux, je te maudis si tu ne m'ouvres, je veux mourir à toi. » Sous les deux faces de l'interprétation de ce symbole reste le fait rendu visible par le talisman et seulement accentué dramatiquement par lui que la destinée, sinon la force de la vivre, est limitée et qu'elle consiste en décisions souvent irrévocables qui chacune use et dépense des possibilités jusque-là ouvertes mais désormais impossibles à récupérer. Si l'on substitue les mots « somme de possibilités » à « somme d'énergie vitale », on obtient une signification de la peau de chagrin bien plus intéressante. En effet, l'action du roman montre bien que c'est plutôt de cela qu'il s'agit. Le prétendu choix de Raphaël et de l'antiquaire n'est au fond que le choix entre un néant vital, plein d'angoisse, de privation. Le pauvre Raphaël nous est présenté dans un état misérable, avec sa boisson opiacée qui est supposée prolonger sa vie. Bref, une vie stérile et artificielle, et une vie de désir transformées en action qui chacune ferme et abolit une possibilité dans une carrière qui, toutes les possibilités épuisées, se clôt par la mort. Tant que Raphaël refuse de vivre une telle vie, de crainte, de brûler ses possibilités, il n'est qu'un mannequin pitoyable. Ce n'est qu'au moment où il décide de s'élancer dans sa vie, de s'abandonner au désir sous l'impulsion de son amour, qu'il devient beau, humain et heureux. En plaçant son propriétaire devant l'évidence de cette vérité, le talisman se venge sur lui par l'angoisse. Sa vie comblée devient une vie torturée par l'évidence. Mais il est dit aussi par l'antiquaire, avant sa transformation, que la peau de chagrin qui est le pouvoir et le vouloir réunis résume ainsi toutes vos idées sociales, vos désirs excessifs, vos intempérances, vos joies qui tuent, vos douleurs qui font trop vivre, car le mal n'est peut-être qu'un violent plaisir. Par cet aspect, la peau oppose au don magique analogue mais contraire que Melmoth avait reçu, celui de tout savoir et de tout connaître au prix de la perte de son âme. L'angoisse est la même, quoique d'un autre ordre, et ni l'un ni l'autre des deux dons ne rend heureux celui qui le reçoit. La peau vient à l'encontre des désirs dans la vie sociale, et seul un homme enraciné dans la vie du monde, dans l'ici-bas, peut avoir envie de s'en saisir, mais aussi seul un homme dont toute la vie est dirigée vers le social, vers l'extérieur, peut sentir le genre d'angoisse qui naît lorsqu'il sent s'échapper la vie d'ici-bas d'entre ses mains.
la malédiction qui pèse sur celui qui reçoit le don de Melmoth est pour ainsi dire le contraire, là où la peau donne toute puissance extérieure, sociale, l'omniscience de Melmoth est intérieure, morale. Le résultat est qu'une fois qu'il a pris possession de sa faculté fantastique, il sera coupé du reste des humains, replié sur son intérieur, surdéveloppé, à laquelle l'existence n'aura plus rien à offrir. Il est caractéristique que Raphaël et l'antiquaire, qui est sa caricature sur ce point, se défait de son angoisse au moment précis où il trouve le moyen de vivre, non pas d'une vie extérieure, sociale, mais par une passion purement personnelle, morale. Si, quittant les symboles particuliers, on revient à l'ensemble du monde balzacien, on constate que dans sa manière de mener ses personnages à travers le torrent, Balzac donne à leur vie une allure nettement discontinue. Chaque vie comporte un nombre relativement restreint de situations décisives majeures, dans lesquelles tout le parcours ultérieur est en jeu, et ces situations posent nettement dans les expressions que le romancier emploie lorsqu'il les expose un choix dont les conséquences formeront ensuite le tissu même et les conditions du reste de l'existence. Le roman balzacien, en accord d'ailleurs sur ce point avec les romans en général, braque sa lumière tantôt sur la situation du choix, pour résumer ensuite plus ou moins explicitement les conséquences qui en découlent, tantôt il se propose de détailler minutieusement les conséquences parfois heureuses, mais le plus souvent dévastatrices, d'un choix dont il est alors soigneusement rendu compte dans l'exposition du roman. Bien entendu, il y a des centaines de personnages dans la comédie humaine chez qui on n'entend rien d'une telle situation critique. D'abord, évidemment, les simples comparses ou autres personnages qui font partie du décor et qu'on ne suit pas assez longtemps pour qu'une évolution soit perceptible chez eux. Mais à ce groupe, il faut ajouter un assez grand nombre de personnages peu lucides, des instinctifs, ou presque, pour employer la terminologie balzacienne, et insuffisamment doués de pensée. La présence de la crise comme expérience psychologique présuppose une conscience plus ou moins claire des possibilités en présence et une idée, tant soit peu claire, des conséquences que la décision va entraîner. L'acuité de la crise est ainsi en quelque mesure un indice ou un symptôme d'un personnage qui se rend compte de l'approche ou de la présence d'une crise, ou même le sentiment d'avoir franchi un seuil sans le savoir, constitue l'expérience morale fondamentale. Comme plus tard chez Kierkegaard, l'angoisse est une conséquence de l'expérience de la liberté. Dans la vie courante, loin des grandes situations décisives, les changements irréversibles sont, par définition, rares et peu dramatiques. En dehors de ces situations privilégiées, les actes et les décisions revêtent une importance moindre et de simple déterminisme semblent prédominer. On suit doucement le penchant des événements tout en restant apparemment dans l'intérieur d'un même état de choses. Pourtant, c'est dans ces conditions que les forces que Balzac appelle le courant de la vie, ou la résistance, compris comme un automatisme, par exemple le cas analysé plus haut de Raphaël qui formule un souhait de politesse, peuvent prendre le dessus et préparer fatalement la crise subséquente. On peut voir à ce sujet le malheureux prédestiné au coqueuage dans la 7e méditation de la physiologie du mariage. Il ressemble aux deux frères Birotteau, le curé et le parfumeur, dont la ressemblance s'accuse précisément sur ce point. Tous deux, mais surtout le curé, se laissent porter avec insouciance par le courant de la vie, sans se rendre compte des changements qui s'installent insensiblement, mais qui sont venus pour rester. Chez le parfumeur,
L'insouciance est un peu plus compliquée. Il avance en toute confiance, pas à pas, dans sa montée sociale, sans se rendre compte qu'à un certain moment, il a franchi la limite au-delà de laquelle ses ressources intellectuelles et financières ne suffisent plus. Le mécanisme qu'on observe chez les deux frères se retrouve dans la préhistoire du domaine des aigues. L'insouciance de mademoiselle Laguerre avait laissé les choses aller si loin que, sans qu'elle s'en aperçoive, mais elle ne voulait pas les apercevoir. Elle se trouve dans un état irrémédiablement changé que même l'énergie et les ressources d'un Montcornet, secondé par un Bourlac, ne peuvent plus remettre en état, aussi peu que les amis du curé ne peuvent sauver la situation du curé de Tours. Les crises aiguës ne se montrent dans ces existences presque inconscientes et instinctives qu'au moment où les conséquences de leur conduite éclatent. Et alors c'est trop tard. Chez les personnages lucides et volontaires, les crises prennent le caractère d'un choix qui s'impose entre plusieurs attitudes possibles. Balzac analyse alors l'arrière-plan personnel, caractère, penchant, influence subie, et il démêle soigneusement ce qui peut attirer ou repousser le personnage de part et d'autre, pour nous dresser l'image d'un être qui définit sa vie en choisissant plus ou moins lucidement. Entre l'extrême inconscience et l'extrême lucidité, il y a toute une gamme de comportements possibles. On pourrait extraire de la comédie humaine une longue série de situations existentielles qui montrent un personnage forcé de choisir entre deux directions bien définies, concrétisées dans deux actions précises, s'excluant mutuellement et entraînant chacune une longue perspective sur la vie ultérieure. On n'a qu'à penser à Lucien de Rubempré entre le cénacle et le journalisme, à Rastignac entre son dégoût pour la vie mondaine et son amour pour Delphine et pour le luxe, à Balthazar Claës entre la science et le bonheur de la famille, etc. Parfois, ces personnages cherchent à éluder le choix ou à maintenir les deux possibilités ouvertes. Mais la force de la situation, le point où ils en sont arrivés dans leur évolution personnelle, les oblige le plus souvent à jouer, par un choix, tout leur avenir, toute leur vie, et plus particulièrement tout leur être moral, la puissance saisissante que Balzac a su conférer au meilleur de ses œuvres, est sans doute dans une large mesure due à la force et à l'authenticité qu'il a su donner à ces situations cruciales, et à l'intérêt qu'il a su éveiller chez le lecteur pour le personnage qui est forcé, ainsi, de jouer son existence. Le mot « jouer » ramène encore une fois à la peau de chagrin, où le jeu est placé en évidence d'une manière fort significative. Dans les premières pages, nous voyons Raphaël dans une salle de jeu, et Balzac donne libre cours à son dégoût pour cette sorte d'établissement. Pourtant, c'est bien ce que Raphaël fait tout le long du livre, jouer son existence. Que ce ne soit pas un hasard, cela ressort du fait curieux que Balzac a placé comme un événement capital dans la jeunesse de son personnage, une scène où il joue sa première petite fortune en fraude et contre la défense de son père, scène suivie immédiatement après du récit du reste de sa jeunesse jouée et perdue par ce même père sévère dans un procès aléatoire. Mon père me jeta dans le labyrinthe inextricable de ce vaste procès d'où dépendait notre avenir. Nous pouvions être condamnés à restituer les revenus. Dans ce cas, le bien de ma mère suffisait à peine à sauver l'honneur de notre nom. Balzac a souvent exprimé son horreur pour le jeu, mais il y revient de temps en temps pour en faire un élément significatif dans la trame de ses romans. On rencontre un de ces cas dans Le Père Goriot, où Delphine de Nucingen, au désespoir par manque d'argent, demande à Rastignac d'aller jouer pour elle. Eugène jette les 100 francs sur le chiffre de son âge, 21. Un cri d'étonnement part sans qu'il ait eu le temps de se reconnaître. Il avait gagné, sans le savoir. Il gagne à cause même de son âge.
Si le chiffre de son âge avait été 30, il aurait perdu. Aussi Delphine le conjure-t-elle au milieu de ces effusions de joie de ne jamais retourner au jeu. Dans l'ordre d'idées qui nous occupe ici, et lorsqu'on considère comment Balzac se sert du jeu dans ses romans, on peut supposer que c'est la combinaison de lucidité vis-à-vis du risque et d'abandon total de la maîtrise de la situation qui lui fait horreur chez le joueur. Rien n'est en effet plus contraire à son idée de la vie humaine que le geste d'un homme qui, sachant qu'il y va de son existence, trouve plaisir à abandonner la décision au jeu mécanique de la roulette. Le symbolisme central de la peau de chagrin, le côté épuisement de la force vitale mise à part, se rattache donc à la vieille image de la vie présentée comme un chemin à parcourir. En cela, ce roman se rencontre avec des parties importantes du plan d'ensemble de la comédie humaine, puisque tant les études de mœurs que les études analytiques suivent plus ou moins mystérieusement l'homme de l'enfance jusqu'à l'âge où on fait le bilan de sa vie. Sérafita, qui, à la différence de Louis Lambert, théoricien général, s'intéresse surtout à la vie individuelle et morale, conçoit la vie des hommes en fonction d'un chemin pour aller à Dieu, en faisant entendre par là qu'il y a d'autres chemins qui mènent ailleurs. La conception qui domine dans la peau de chagrin est différente, surtout par le fait qu'il n'insiste pas sur le chemin à parcourir, et encore moins sur le but de ce chemin, mais seulement sur le rétrécissement de l'éventail des issues possibles à mesure qu'on avance. En ceci, ce symbole se révèle comme étant plus près de la conception générale dans la comédie humaine de l'existence individuelle. Balzac, romancier, ne partage pas absolument la préférence de Sérafita pour une certaine solution de la vie, mais l'idée que l'individu va précisant son moi et le caractère de son existence à mesure qu'il traverse les crises de sa vie est absolument fondamentale et générale dans la comédie humaine. Si le chemin avait eu pour lui un but simple et définissable, il aurait sans doute choisi un autre titre pour l'ensemble de l'œuvre. Le meilleur symbole à côté de la peau pour exprimer sa conception se trouve dans les premières pages de Sérafita. J'ai déjà insisté sur le caractère symbolique du paysage norvégien évoqué dans Sérafita. La mer, le mouvement et la montagne, la résistance domine, et l'humanité chétive ne vit que sur une mince bande de terre à la frontière où elles se rencontrent. Le fjord est fermé dans le fond par un bloc de gneiss couronné de forêts, d'où tombe en cascade une rivière qui, à la fonte des neiges, devient un fleuve, forme une nappe d'une immense étendue, s'échappe avec fracas en vomissant de vieux sapins et d'antiques mélèzes aperçus à peine dans la chute des eaux. Vigoureusement plongés au fond du golfe, ces arbres reparaissent bientôt à sa surface, s'y marient et construisent des îlots qui viennent échouer sur la rive gauche, où les habitants du petit village assis au bord du Stromfjord les retrouvent brisés, fracassés, quelquefois entiers, mais toujours nus et sans branches. Inutile d'insister sur l'interprétation de l'image. Les personnages balsaciens passent tous par un tel torrent et se retrouvent à la fin échoués sur la rive, seuls ou par îlots, brisés, fracassés, quelquefois entiers, mais toujours nus et sans branches. Toujours dans la peau de chagrin, Raphaël se sert pour plier l'insensible Fedora d'une des idées les plus chères à Balzac. Il dresse devant elle l'image d'un état douloureux dans lequel un jour elle se trouvera. Quand vous chercherez la cause de ces lentes et vengeresses douleurs, souvenez-vous alors des malheurs que vous avez si largement jetés sur votre passage, ayant semé
Partout des imprécations, vous trouverez la haine au retour. Nous sommes les propres juges, les bourreaux d'une justice qui règne ici-bas et marche au-dessus de celle des hommes, au-dessous de celle de Dieu. C'est une idée qui revient avec une régularité presque affligeante sous la plume de Balzac moraliste, qu'une justice supérieure et pour ainsi dire naturelle se charge de punir les coupables et moins souvent de récompenser les vertueux. Du point de vue de la reproduction exacte de la réalité, un tel procédé peut sembler déplorable, car le lecteur, s'il n'est pas un novice très naïf, a vite fait de constater que la destinée d'un personnage littéraire n'est nullement façonnée par des puissances supérieures ou divines. Pourtant, Balzac persiste. Il donne même un nom à cette justice quand il parle de cette grande justice distributive qui va toujours chargeant le monde d'exécuter ses arrêts nommés par certains niais les malheurs de la vie. Dans le cas du curé Birotteau, la chose est claire. Il accuse les malheurs de la vie sans se rendre compte que c'est sa propre insuffisance devant les problèmes simples de la vie qu'il expie par ses malheurs. Dans la seconde partie de l'Auberge rouge, Balzac se laisse aller dans la même veine en décrivant les affres de l'existence ultérieure de l'assassin d'Andernach et sa mort dans les transes de la mauvaise conscience. Balzac se complaît volontiers à dénoncer l'incapacité de la justice humaine à atteindre les vrais criminels, surtout ceux qui commettent leurs crimes par les moyens de la pensée, par les idées, en se mettant ainsi à l'abri des poursuites de la loi humaine, essentiellement matérialiste et extérieure, persuadé qu'il est que les institutions sociales seront toujours imparfaites, quelques améliorations qu'on puisse y faire, il semble se consoler à l'idée de cette justice providentielle et automatique qui fonctionne sans les entraves et les servitudes qui pèsent sur celle des hommes. Malheureusement, son enthousiasme à cet endroit ne veut pas gagner le lecteur. Non seulement c'est une drôle de justice, mais son fonctionnement laisse au moins autant à désirer que celui de la loi, dans la comédie humaine comme ailleurs. Du neuf dans La peau de chagrin, je viens de vous lire un passage de Père Nicrogue, danois, La pensée de Balzac. Alors nous, vous savez qu'on a pris un biais direct, lire, commenter, parler, attraper des points, oui, mais ceux qui sont les lecteurs privilégiés de Balzac, on en a mis à l'honneur quelques-uns déjà. On a parlé de Maurice Blanchot. Oh, quelle vision de Balzac à Blanchot. On a parlé de Julien Gracq. Quel arpentage amoureux de Balzac. Fait en permanence, Julien Gracq. Et puis, à mesure, moi je relis, je découvre. Maurice Bardèche, toujours à prendre avec des pincettes, collaborateur, pensée qui n'est pas la mienne. Mais son Balzac, il le connaît. Albert Béguin, sans doute beaucoup plus d'affinité. On le sent lui aussi dans une relation affective avec Balzac. Balzac lui est relu, ce sont des suites de préfaces. Une impression même de rêve en amont de chaque œuvre de Balzac qu'on a peine à retrouver ensuite quand on lit. Mais ce rêve, il est quand même présent. On aime un livre parce qu'on le rêve à mesure qu'on l'arpente. Et peut-être qu'on le rêve au-delà de ce qu'est le livre, mais que ça aussi, c'est en partie le travail de l'auteur. Évidemment, je parle tout le temps de Roger Pierrot pour tout le travail critique, pour toute l'approche, pour toute la documentation et cette biographie qui pour moi est évidemment indépassable. Et puis, il y en a d'autres. Michel Butor, 3 volumes, Paris à vol d'archange, Scène de la vie féminine, Le marchand et le génie,
Quelquefois, je lui en veux d'être trop descriptif, mais c'est un peu pareil dans l'approche de Butor, dans tous les textes qu'il a accumulés sur Rabelais. Mais cette générosité, là, on le lit, on dit, oh, attends, mais oui, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il nous disait, ben, t'es pas content? Va y voir! Eh ben, on y va voir. Et on le remercie, Michel Butor. J'ai relu aussi Félicien Marceau. Lui, c'est uniquement sur les personnages. T'as plus Balzac, tu n'as plus que ces personnages. Waouh, quelle vie dans ce livre! Et bien sûr, je l'ai dit, un livre que je mets au-dessus de bien d'autres. Il est de 1923, il a été traduit très vite en français, mais retraduit en 1999 par Michel Beretti aux éditions des Syrtes, une maison suisse, et cet essai par lequel Walter Benjamin a connu Balzac. Et pour moi, c'est géant parce qu'il prend 14 thèmes: œuvre, romantisme, religion, politique, société, connaissance, amour. Et moi, il y a passion, il y a énergie, il y a magie et il y a secret. 2 chapitres que j'ai lus ici dans notre collection, dans notre fresque Balzac roman. Mais il faudrait tout lire. Et la rage, elle est là. Curtius n'est pas réédité. Se le procurer, c'est un chemin de croix. Et bien maintenant, Père Nécrogue, je en veux, il n'y a même pas de rabat, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de couverture. C'est un livre qui se présente comme universitaire. 2 dates. Père Nécrogue est né en 1925, en gros l'âge de mon père. Il a publié ce livre, il avait 40 ans, en 1965. Ça s'appelle La pensée de Balzac. Oui, ce livre a exactement 60 ans. Père Nécrogue est danois. Il enseigne à Aarhus. Aarhus, j'y suis allé 2 fois, reçu à l'université. Si ça se trouve, peut-être je l'ai croisé, sans savoir. Ou peut-être même qu'on s'est salué, serré la main, mais que, tout simplement, je n'avais pas connaissance de son livre sur Balzac. Il l'écrit en français. Vous croyez qu'on l'aurait accueilli, ce livre, qui dit, non pas « Oh, ce que nous disons, ce que Balzac pense ». Non. Il nous dit la pensée de Balzac. C'est un livre d'une vie, d'une énergie, d'une clarté. Les sphères. Je vais vous lire la table des matières. L'ambition de Balzac. Le plan de la comédie humaine, des études analytiques. Le livre mystique. Du livre mystique aux études analytiques. Du livre mystique aux études de mœurs. L'ambition de Balzac. C'est-à-dire qu'on attaque Balzac par la mystique. La pensée, une nouvelle humanité sous une autre forme. De la matière à la pensée, le pont. De la matière à la pensée, les correspondances. Éléments d'une psychologie quantitative. La création, l'échelle de Jacob, les lois, la formule des mondes selon Louis Lambert, celui-là aussi. Peut-être c'est celui que je vais ajouter là, en lecture. Les nuées du sanctuaire, conception balsacienne de la vie. Les sphères, la notion des sphères du livre mystique aux études de mœurs. Les sphères et l'économie politique. La société et la civilisation, les institutions de la société. Curtius aussi parle des sphères. Le drame d'une vie, la peau de chagrin, ce que je viens de lire, le point de départ, le début dans la vie, la crise des illusions perdues, la maturité et l'œuvre, une plante qui compte beaucoup d'espèces. Par exemple, il y a un chapitre ici, début dans la vie. Pourquoi il y a si peu d'enfants dans la comédie humaine? Et quel rôle on accorde aux enfants dans la comédie humaine? Et puis il finit, ciel et enfer, le ciel et l'enfer, les grâces initiales, le paradis terrestre, l'enfer terrestre, un jeu d'équilibre délicat, la postérité de Caïn, la postérité d'Abel, et le point de vue de l'auteur. Ce livre, écrit par Ernst Curtius, professeur à l'université d'Aarhus, écrit en français, dans une langue d'une limpidité, d'une acuité. Comment il est venu en France? Ensuite, Pierre Nécrogue est parti aux États-Unis. Il a fait d'autres travaux sur le médiéval, par exemple. Je crois qu'il a enseigné à Yale, il est passé par Harvard. Et finalement, il est décédé, je crois, en 2011 à Madison, Wisconsin. Je suis allé aussi à Madison, Wisconsin.
Peut-être je l'ai croisé à Madison, Wisconsin. J'aurais pu aller sur sa tombe à Madison, Wisconsin. Autant dire que un livre qui participe de la pensée même de Balzac. Et regardez ce petit gros qui nous raconte des histoires. Non, il y a un projet. Et comprendre ce projet, je crois que depuis 4 mois qu'on a entamé ce Balzac roman, même déjà un peu plus de 4 mois, mais j'ai l'impression qu'il me faut plus de temps pour passer d'un livre à l'autre maintenant, à mesure qu'on épaissit déjà là notre intervention. Je crois qu'avec Curtius, c'est le livre le plus beau, le plus grand, le plus précis, le plus jouissif, j'allais dire, et pourtant quasi anonyme dans sa présentation. Le livre de Père Nicrogue, La pensée de Balzac. Et comme on en est là, l'autre jour j'étais dans une bouquinerie, je ne dis pas où c'était en province, de ces solderies de livres. Alors il y avait des éditions complètes de la Comédie humaine, là, fin 19e, début 20e, jusqu'aux années 50. Il y en avait au moins 4 ou 5. À chaque fois, ils vendaient ça, donc c'est 28 volumes, 30 volumes. Ils vendaient ça dans les 80 balles, 90 balles. On avait l'impression que dans cette bouquinerie, il y avait un côté cimetière, c'est-à-dire que ce que la bouquinerie enterrait dans ses propres rayons, c'était ça. Bon, Balzac, une présence, une sorte de présence passive dans notre héritage de littérature. Eh bien, il y a des gens. Curtius à Berlin, dans les années 20. Père Nicrogue à Aarhus, au Danemark. Étonnez-vous qui parle de l'angoisse chez Kierkegaard. Étonnez-vous qu'il parle de Swedenborg. Étonnez-vous qu'il parle de Sérafita et de cette scène de paysage, de ce paysage qui ouvre, paysage norvégien qui ouvre Sérafita. Paysage qu'on n'avait jamais vu, Honoré de Balzac. Voilà les livres qui nous aident aujourd'hui à cheminer, à penser, à faire autre chose qu'un cimetière de l'œuvre d'Honoré de Balzac.